Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Médian TV. Entretien entre le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken dans l'invité de la rédaction ce soir. Rencontre au cours de laquelle les deux homologues ont échangé sur les différents volets du partenariat stratégique maroco-américain ainsi que sur diverses questions régionales et internationales. Nous sommes des partenaires pour la paix. Ce partenariat est d'autant plus vital dans un contexte marqué par des escalades au Proche-Orient et des problèmes au Sahel, en Libye et en Europe. Ce sont les propos exprimés par Nasser Bourita à l'issue de cette rencontre. À l'occasion toujours de ces échanges, les États-Unis ont réaffirmé leur soutien à l'initiative marocaine d'autonomie en tant que solution sérieuse, crédible et réaliste aux différends régionaux autour du Sahara. Rencontre entre Bourita et Blinken, quels enjeux? On en parle ce soir avec Zakaria Abou-Dahab. Vous êtes professeur de relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Madame Khmeichi, merci beaucoup. Alors on va commencer par cette question qui est quels sont les enjeux de cette rencontre entre Nasser Bourita et Anthony Blinken? Tout à fait. Plusieurs enjeux. Donc on va coller au communiqué qui a été adopté à l'issue de ces entretiens. On voit trois poteaux indicateurs. Bon, le premier, c'est évidemment la situation chaotique au niveau du Moyen-Orient et à la suite, évidemment, de la réplique iranienne et cette attaque massive en utilisant des missiles balistiques qui ont donc frappé de plein fouet Israël, puis l'embrasement donc quasiment général de la région, le risque carrément d'une guerre totale au Moyen-Orient. Deuxièmement, il était évidemment question de rappeler la situation au Sahel, puisque juste quelques jours avant, je pense 2 jours, il y a eu ce qu'on appelle la 11e réunion ministérielle de la coalition mondiale contre Daesh, ISIS ou l'État islamique, qui a été lancée comme initiative par les Américains en 2014. Le Maroc y a participé depuis sa fondation. Et cette réunion ministérielle, le Maroc était en bonne place pour y participer. Et il y a eu carrément participation de pas moins de 87 délégations. Et le Maroc est inscrit dans cette problématique extrêmement importante, aussi bien pour les États-Unis que pour nous-mêmes, Marocains, puisque nous luttons depuis longtemps contre ce fléau transnational. Troisième aspect, il est important, c'est évidemment la question du Sahara marocain, position réitérée par les États-Unis par la voix de son secrétaire d'État aux Affaires étrangères, M. Anthony Blinken. Le plan marocain d'autonomie recentré, et cela vient évidemment tout simplement pour dissiper toutes les idées fausses sur la position américaine. Elle est solide, bien ancrée. Les démocrates le font à leur manière, mais sans embâche. Il s'agit là d'un soutien clair par rapport à la position marocaine, la démarche marocaine. Et je vois géopolitiquement le Maroc qui consolide encore son statut de puissance régionale confirmée. Un soutien clair, donc le plan d'autonomie marocain comme étant la seule solution, en tout cas sérieuse et crédible et aujourd'hui applicable au niveau de ce conflit artificiel. Tout à fait. J'ai passé beaucoup de temps à scruter cette initiative marocaine depuis son élaboration en 2007 jusqu'à aujourd'hui. Elle est avant-gardiste. Vous savez, dans le monde arabe, au niveau africain, il n'y a aucun État qui a cette capacité de se projeter dans cette direction-là. Parce que c'est quoi le plan marocain d'autonomie? D'abord, du point de vue de la philosophie du droit et de la philosophie politique, c'est l'incarnation même de l'autodétermination interne. La démocratie, l'état de droit, droits de l'homme, pluralisme politique, participation politique, optimisation des ressources naturelles, etc. Gouvernement autonome, parlement autonome, des juridictions autonomes et reliées à la Cour suprême marocaine, bien entendu, voire même la région autonome du Sahara pourrait contribuer à la conduite de la politique étrangère de la région, mais en concertation parfaite avec l'État, etc., etc. Et donc finalement, vous savez que les craintes même des adversaires de l'intégrité territoriale, au-delà de leur position un peu classique, c'est de voir aussi chez eux des manifestations pour demander également l'implémentation d'une autonomie régionale. Et donc vous voyez, c'est une question qui aujourd'hui, moi je crois, fait le consensus mondial. Il n'y a pas d'autre option que celle qui concerne l'application du plan marocain d'autonomie. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une proposition qui est avant-gardiste et elle colle et elle cadre avec l'esprit du temps, non seulement par rapport aux États-Unis, mais également par rapport à l'Union européenne.
Une donc, proposition avant-gardiste et qui fait consensus, en Oui. tout cas à l'échelle internationale. Donc plusieurs points ont été discutés. Avant d'aller un petit peu dans le détail, parlons de cette relation entre le Maroc et les États-Unis, de ce partenariat de longue date, on va dire. De très longue date, comme vous le savez, ça me rappelle le lancement du dialogue stratégique en 2013. Il y avait à l'époque Madame Hillary Clinton. Et ce dialogue stratégique, en fait, il ne vient pas ex nihilo, comme on dit en droit. Ça veut dire il n'est pas bâti sur rien. Déjà, il y a un capital de relations relationnelles extrêmement étoffé à travers soit des accords qui ont été déjà conclus. Par exemple, je cite l'accord de libre-échange entré en vigueur en 2006, mais les années 80, il y avait également un accord sur l'investissement. Et puis, bien avant, historiquement, pour les chers téléspectateurs, le Maroc a offert au XIXe siècle, je pense que c'était en 1820, 21, un consulat à Tanger. C'était le premier consulat américain ouvert à l'étranger. Sans parler du premier accord conclu en 1786 sous Mohammed III, Sidi Mohammed III, Sidi Mohammed Abdillah, etc. Les Le Maroc États-Unis, est le premier à avoir reconnu les États-Unis aussi. évidemment, évidemment, alors qu'à l'époque, les États-Unis n'étaient pas encore connus au niveau de la scène mondiale. Au moment où le Maroc, sous Mohammed III, aidait les États-Unis à lutter contre la piraterie maritime. Et nous avons quelque chose aujourd'hui en commun, et elle est très importante. Oui, il est très important, pardon. C'est l'Atlantique. C'est une connexion atlantique sur laquelle nous, on a beaucoup travaillé sur le plan géostratégique, à travers aussi la projection de Sa Majesté et l'optimisation. Et en septembre 2023, donc c'était l'année dernière, parallèlement à la tenue de la 78e Assemblée générale de la session générale de l'ONU, il y a eu lancement d'une initiative atlantique américaine qui se recoupe parfaitement avec la nôtre. Donc il y a tellement d'horizons, alors sans parler de l'African Lion, sans parler d'autres choses, la lutte contre le terrorisme, la coopération même entre les communautés. Nous avons une communauté marocaine très importante, y compris de confession juive. Donc finalement, c'est une singularité remarquable et un partenariat consolidé. Un partenariat consolidé, les USA qui attachent donc une grande importance à ce partenariat avec le Maroc, en faveur notamment de la stabilité, vous l'avez dit, continentale vis-à-vis de ce qui se passe au Sahel, mais bien au-delà des frontières et peut-être au Moyen-Orient. Est-ce qu'on va aujourd'hui vers une médiation peut-être marocaine au Moyen-Orient pour apaiser un petit peu les tensions? Le Maroc le fait, mais indirectement dans un premier temps, puisque malheureusement, cela, bien entendu, Madame Khamlichi appelle une démarche régionale, au niveau surtout de la Ligue arabe. Il semblerait aujourd'hui qu'il y a des tentatives de ce genre pour endiguer le conflit et l'implosion et le risque de l'embrasement général, parce que nous avons en souvenir ce qui se passait les années 80, quand il y a eu, par exemple, des tirs adressés contre des cargos qui empruntaient le détroit d'Ormuz. Il y avait la guerre entre l'Iran et l'Irak. Elle était désastreuse. Et puis il y avait les victimes kurdes, etc. Pourquoi le Maroc? Parce que d'abord, c'est le premier pays qui a abrité la conférence sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. C'était en octobre 1994, grâce évidemment à la politique étrangère de modération, de tolérance, mais aussi de médiation, jouée Sa Majesté et le président du comité Al-Quds. Le Maroc a participé aux rencontres de Negev. Vous savez, il fallait le faire à la suite des accords dits d'Abraham. Nous avons tout simplement, diplomatiquement, repris les mécanismes de coopération avec Israël. C'était en décembre 2020, parce qu'il y avait des relations auparavant, il y avait ce qu'on appelle le bureau de liaison. Et donc, sur le plan de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, le Maroc, avec d'autres partenaires de la région, est très bien indiqué, très bien placé, compte tenu de son capital relationnel, mais aussi de sa démarche prospective pour jouer un rôle positif dans la solution d'un problème, malheureusement, qui empoisonne les relations internationales et sur le plan régional, c'est une bombe à retardement. Un embrasement, en tout cas, qui était tellement craint l'année dernière Bien et sûr. qui a fini par arriver, le pire des scénarios, en tout cas possible, a fini par se réaliser. Dans donc, cette conjoncture internationale géopolitique, le Maroc joue un rôle, on va dire, primordial dans la promotion de la paix. C'est pas quelque chose qui est né d'hier, c'est un rôle qu'il joue depuis des années déjà. Absolument. C'est inscrit même dans l'ADN de notre politique étrangère. La question du bon voisinage, la modération,
le partenariat, la solidarité, etc. Et puis la stabilisation aussi de la région du Sahel, parce qu'il nous reste un petit peu 2 minutes. On aimerait quand même aborder ce Oui, dernier oui, point. absolument, absolument. Le Sahel Mais qui au est niveau du Sahel, oui, l'épicentre aujourd'hui du terrorisme. Et donc absolument. le Maroc qui est un exemple, qui dispose d'une expertise, que ce soit au niveau continental, national, mais aussi international, et qui a toujours partagé son expérience avec les pays voisins et les partenaires internationaux pour lutter contre ce fléau, comme vous l'avez dit tout à Tout l'heure. à fait. Qui est le Alors, je pars d'une terrorisme. chose, le titre d'un ouvrage de Robert Kaplan sur la revanche de la géographie, ce que les cartes nous disent sur les conflits à venir. La géographie n'est pas seulement territorialisée aujourd'hui. On parle bon, de cyberespace et tout, mais la notion de sécurité n'est pas foncièrement territoriale ou territorialisée. Ce qui se passe au Sahel nous concerne, et par extension, ce qui se passe ailleurs. D'ailleurs, Sa Majesté l'avait dit, premier sommet avec les pays du Golfe arabe, le CCG en avril 2016. C'est-à-dire la sécurité du Golfe, c'est la sécurité du Maroc et vice-versa. Donc le Sahel, c'est un domaine de projection géostratégique du Maroc, non seulement compte tenu aujourd'hui de ce désenclavement comme initiative royale, mais depuis longtemps, le Maroc participait au G5 Sahel. Ça incluait, en plus des 4 pays, Tchad, Mali, Burkina, Niger, aussi la Mauritanie. Le Maroc savait que sa sécurité aussi, surtout au niveau du sud marocain, le Sahara marocain, était connecté d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est un grand désert qui est laissé pour compte. Des intervenants dont les intérêts ne sont pas forcément conjoints ou communs, et des interventions en ordre dispersé, par exemple le retrait de la France, etc. Il y a des acteurs, ce qu'on appelle les organisations paramilitaires, ce qui crée une sorte de désordre, j'allais même dire gabegie. Et le Maroc, il le sait très très bien, il a intérêt à contribuer positivement, mais cette fois-ci, non pas à partir d'une approche sécuritaire étroite, mais plutôt une approche en termes de développement durable. Et je crois que cette conception trouve des échos et des oreilles attentives au niveau j'allais dire de l'oncle Sam, les États-Unis d'Amérique. Une approche multidimensionnelle et globale. Merci à vous, Monsieur Zakaria Boudehab. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. C'était un plaisir d'échanger avec vous ce soir. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée.